On va vous présenter aujourd'hui notre travail. Ça fait à peu près 5 ans qu'on est dessus, à 3-4 personnes. Donc pour nous, c'est vraiment quelque chose d'abouti qu'on veut proposer aux développeurs mobiles. Pour le moment, ça s'adresse aux développeurs mobiles iOS et Android, les deux en même temps. Potentiellement un peu quand même confirmé. Ouais, on va faire en sorte d'amener un peu les débutants, mais pour vraiment utiliser notre framework au maximum, il va quand même falloir avoir des bonnes bases en programmation. Pas forcément Android ou iOS, mais des bonnes bases en langage objet. Alors, le framework, il est parti d'un constat simple. C'est, quand on a démarré il y a 4-5 ans, il y avait les débuts d'outils cross-platform. Est-ce que vous connaissez un peu les outils cross-platform qui existent dans le mobile? Est-ce que vous avez déjà entendu parler? Sauf ceux qui ont eu des cours avec moi. PhoneGap, Titanium, Xamarin, Tizen. On a fait presque le tour. Donc il y a plein d'outils cross-platform. Et est-ce que vous savez qu'est-ce qu'un outil cross-platform? Pourquoi ça peut servir? Dans le développement mobile, faire une application pour... ouais, d'où le nom cross-platform. En général, voilà, le cross-platform. Non, vous inquiétez pas, c'est fait express. Bon, c'est bien. Le cross-platform, c'est le développeur, ou les développeurs, l'équipe, va faire un code source dans un langage défini. En général, la majorité des cross-platforms sont en HTML, JavaScript. Et via un traitement, soit ça va le transformer en code, soit ça va l'interpréter. Et donc, ce qui va se passer, c'est l'équipe de développement va faire qu'un seul code et va pouvoir le déployer sur iOS, sur Android, ceux qui veulent sur Windows Phone. Il n'y a rien de négatif là-dedans. Ça, c'est l'idée du cross-platform. Nous, on a travaillé dans 4-5 boîtes différentes depuis qu'on est... moi, j'étais étudiant à l'ESGI. Voilà, mon associé qui était étudiant à Paris-Dauphine. On a été tous les deux en alternance, donc on a fait, je pense un peu comme vous tous ici présents, l'alternance. Donc on a découvert plusieurs entreprises, j'en ai découvert 2, 3, 4 avec les stages, pareil. Et à chaque fois on est tombé sur le même problème. Je pense pour ceux qui font du mobile ou même du développement général, refaire la même chose. Je pense que ça vous commencez à le voir. Si vous changez d'entreprise ou si vous faites... Si vous changez d'entreprise ou si vous... Même dans la même boîte un an plus tard, quelqu'un d'autre va venir dans votre entreprise et va faire ce que vous avez déjà fait. Il y aura des conflits, vous allez peut-être vous refaire quelque chose qui existe déjà, que quelqu'un d'autre a fait dans l'entreprise. Souvent ça arrive. Et au final, l'entreprise va perdre de l'argent. Vous, ça ne va pas non plus vous motiver de refaire ce que vous avez déjà fait. Sauf si vous aimez rien faire. Mais l'idée est là. Nous, ce qu'on a vu, c'est il y a des outils cross-platform sur le marché, mais en général, il faut faire de l'HTML, du JavaScript. Donc, des langages qui ne sont pas très objets, des langages qui ne sont pas vraiment ancrés dans le milieu du développement mobile. Et ce qui se passe en plus, c'est que les entreprises refont toujours la même chose. Pas vous mentir, ils font vraiment toujours la même chose. Vous avez une application, ils n'ont pas en fait quelque chose qui va regrouper le tout. Et nous, l'objectif, c'est on s'est dit, qui fait un peu de mobile déjà, qui en a déjà fait un petit peu, qui a l'intention d'en faire, potentiellement, dans sa carrière professionnelle, c'est à peu près 50% des gens, au total. Mais après, ça peut aussi s'adapter dans d'autres univers. Enfin, on n'est pas forcément dans le mobile. Mais ce qui se passe, c'est que vous allez vouloir faire une appli et au final, à chaque fois, vous allez reprendre le même code, le même code, le même code, le même code. Nous, notre framework, il est là pour vous éviter de refaire ce code inutile et faire que le code
le code qui a de la valeur pour votre application. Ou, après, ça pourra peut-être adapter pour d'autres choses, mais pour l'instant, c'est dans le milieu mobile. Mais ça va vous éviter de refaire toujours la même chose. Alors, le cross-platform, pour revenir au cross-platform, on passe un peu. Le cross-platform, il y a des... Je pense que vous, quand même, quand on disait qu'on fait un seul code, et après on peut le déployer sur plusieurs plateformes, ça fait en général plaisir aux patrons d'entreprise d'entendre ça, parce qu'ils se disent tous, bon, on va mettre un développeur, il va nous faire notre application iOS, Android, Windows Phone, et je vais me faire plein de trucs. Forcément, c'est comme ça que les patrons vont raisonner. Mais il y a plein de contraintes liées à ces outils-là. C'est que, d'une, vous n'avez pas la main sur tout. C'est-à-dire que vous allez, en général, vous allez faire un peu d'HTML et du JavaScript. Donc vous n'allez pas avoir accès à tout ce que propose le matériel. Quand vous faites du code natif, sur Android, Google va vous proposer pas mal de code source pour pouvoir, par exemple, accéder à l'accéléromètre des téléphones qui en ont, à la caméra, à plein d'outils intéressants pour faire une appli vivante. À la localisation, des choses comme ça. Enfin, je pense tous utiliser ou vous avez tous un smartphone. Vous savez qu'il y a des push, voilà, il y a plein de choses dans les applis mobiles. Et le fait de faire du cross-platform, vous allez un peu passer sur un autre système. Vous n'allez potentiellement pas avoir accès à tout. Et ça peut être quand même un point vraiment négatif pour le cross-platform. Donc, le cross-platform, il y a du positif. Je suis totalement d'accord, il y a du positif, plus pour le patron en fait. Le patron il se dit, ça va me coûter moins cher. En général, l'appli est moins bien, parce que ça sera de l'HTML avec du JavaScript dans un mobile. Et par contre, pour vous, le développeur, faire de l'HTML et le faire générer, quand on est développeur mobile, c'est dommage. C'est pas ça qu'on veut faire. Nous, on va vous proposer un système un peu différent que personne ne fait. Ce qui se passe, c'est dans l'univers du mobile, il y a plein de petits frameworks, plein de petits outils disponibles pour faire, par exemple, plein de monde vont proposer un outil qui fait une chose. Et vous allez l'intégrer dans votre application. Nous, ce qu'on va proposer, c'est un énorme outil qui fait plein de choses. C'est pas juste une fonctionnalité, c'est comme un outil cross-platform, sauf que derrière, c'est du code natif. Et vous allez faire une application native. Donc quand j'entends par native, c'est une application, par exemple pour iPhone, une application qui est codée en Objective-C, qui est le langage proposé par Apple. Pour Android, une application Java, qui est codée en Java. Donc vous allez utiliser notre framework, vous allez donc avoir un éventail de plein de classes disponibles, mais l'avantage qu'il va avoir avec ça, c'est si par exemple dans notre framework quelque chose qui ne vous intéresse pas, comme vous restez sur du code natif proposé par Android ou par iOS, vous pouvez modifier ou ne pas utiliser et après rester sur quelque chose que vous connaissez. Si vous savez faire de l'iPhone, vous pouvez utiliser notre système et dire je ne vais pas utiliser ça parce que je sais le faire, je n'ai pas besoin par exemple d'utiliser cette partie. L'idée là, de notre framework, on propose plein de possibilités, mais on ne vous bloque pas. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous bloquer en vous disant quand vous faites du cross-platform, vous faites de l'HTML et du JavaScript et c'est fini. Vous ne pouvez rien faire d'autre. C'est de l'HTML et du JavaScript. Là, si vous voulez accéder vous-même par exemple à la caméra, vous pouvez. On ne va pas vous bloquer. Nous, on va proposer des outils, plein d'outils, mais vraiment il y en a, je ne sais pas, il doit y en avoir 400 ou 500, plein d'outils. Et si vous intéresse, vous les prenez. Si vous intéresse pas, vous prenez que celui qui vous intéresse. L'idée est là. L'idée c'est, si vous voulez, en général vous allez quand même en utiliser pas mal, parce qu'il y a vraiment plein de choses utiles, mais bon, si vous avez besoin qu'une seule fonctionnalité dans votre appli, parce que vous ne voulez pas utiliser notre framework, mais juste pour prendre un truc, il n'y a pas de problème, là vous pouvez. C'est pour ça que ça se greffe facilement sur des applications existantes. Est-ce que vous voyez un petit peu la différence que j'amène entre faire du cross-platform et proposer un outil qui sera disponible sur Android et iOS en natif? Est-ce que en tant que développeur, vous voyez cette différence-là? C'était une question en fait, c'était pas... Vous avez le droit de répondre. Vous voyez une différence entre faire de l'HTML, du JavaScript et de faire générer l'application? Voilà. Ça se fait, hein.
vous avez tous, je pense, peut-être même vu et utilisé des applications en PhoneGap ou en Titanium. Et une application native qui est codée vraiment juste pour le système. Est-ce que vous, en tant que développeur, ça ne vous dérangera pas de vous dire bah c'est pas grave, je fais mon HTML JavaScript et je fais générer, et si je ne peux pas utiliser la caméra, bah j'utilise pas la caméra par exemple. C'est moyen quand même en tant que développeur de se sentir bloqué juste pour ça, quoi. Moi c'est ça que je veux éviter, c'est se dire que on fait du développement et si bah, on n'a pas accès à ça parce que la plateforme ne le propose pas, c'est vraiment embêtant, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais le faire. Nous on va proposer des outils, mais comme c'est du natif, bah, par-dessus vous pouvez rajouter d'autres choses, vous pouvez faire ce que vous voulez, en fait on ne va pas vous bloquer dans notre système. C'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est si vous utilisez notre framework, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, mais vous n'allez pas être bloqué. Si vous voulez, bah, prenez qu'une partie et le reste, bah, vous prenez que la partie qui vous intéresse. C'est sur ça que pour moi la différence importante est là, c'est que vous allez prendre et utiliser ce que vous avez besoin, et après vous pouvez continuer à faire votre développement de votre appli. Alors, ce que je propose, ça a l'air bien, il y a quand même une contrainte, c'est qu'il va quand même falloir, si vous voulez faire une application Android et iOS, bah avoir soit un, soit deux développeurs, et si vous avez un développeur, il faut qu'il connaisse ces deux plateformes. Parce qu'on va générer du code natif, vous allez utiliser du code natif, bah, il faut soit savoir déjà faire de l'Android, ou du Java, soit savoir aussi faire de l'iOS. L'objectif, c'est il faut connaître ces langages, sinon, bah, c'est la vraie contrainte qu'on a. C'est comme on propose du code natif, bah, il faut savoir coder en natif. Il faut savoir faire de l'Objective-C, et il faut savoir faire du Java. C'est sûr qu'on trouve beaucoup plus facilement des développeurs HTML, JavaScript. Donc, pour l'entreprise, c'est un coût plus élevé. Ça, c'est normal. Et en général, je pense qu'il vaut mieux avoir deux développeurs différents. Un Android et un Objective-C. Pour l'entreprise, je pense que c'est mieux. Après, s'il y a des gens qui sont multicasquettes qui peuvent faire les deux, tant mieux. Mais je pense qu'il vaut mieux en avoir deux. Alors, qu'est-ce qu'on va proposer? Je ne vais pas vous faire de cours de... Je ne vais pas vous montrer toutes les fonctionnalités et vous les montrer en code. Je ne pense pas qu'il y ait un intérêt. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut proposer dans le framework, qu'est-ce qui sera utile, quelles sont les fonctionnalités disponibles pour vous développeurs, donc si vous voulez par exemple faire une requête web, des choses comme ça. Je ne vais pas vous montrer en code comment on le fait. Ça pourra venir au TP d'après. On va faire un cas d'utilisation de notre framework, sans aller très loin, mais un petit cas d'utilisation. Là, ce qu'on va plus, on va plus vous montrer, voilà, toutes les fonctionnalités disponibles. Et puis on va échanger, voilà. Poser des questions, ça j'aime bien quand il y a des gens qui posent des questions. Des questions sur le début déjà, peut-être si vous... Non? Bon, de toute façon, Gérald, tant qu'il n'y a pas une question, je suis comme ça. Pas de questions? Si. Ah, voilà. En fait, est-ce que c'est au niveau de... En fait, j'arrive pas à voir comment c'est peut-être cross-platform tout en étant natif. Donc, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que vous avez une espèce d'IDE qui... c'est l'IDE par défaut. C'est l'IDE, par exemple, si tu fais du Java, tu auras l'IDE Eclipse. Ouais. Et si tu es en Objective-C, tu auras l'IDE Xcode, juste pour l'Objective-C. Et ce qui se passe, si au moment de la compilation, il va créer deux codes natifs différents? Non. On a déjà deux librairies natives différentes. On aura une librairie Android et une librairie iOS. Mais en fait, dedans, bah, il y a les mêmes classes, il y a les mêmes méthodes, il y a les mêmes fonctionnalités et ça fait la même chose. De quoi? C'est en gros un composant générique, c'est ça? Ouais. Qui est disponible sur les deux plateformes. En gros, si vous apprenez à utiliser notre framework sur iOS, si vous allez sur Android et vous le lisez, vous allez voir que c'est les mêmes méthodes, les mêmes fonctionnalités, et ça fait la même chose, c'est le même comportement qu'il y a derrière. Parce que, pour revenir au fait, quand on apprend l'Android, donc il y a des systèmes, par exemple pour faire une requête sur Android, c'est pas pareil que sur iOS. Pour faire une base de données, c'est pas pareil sur Android, c'est pas pareil sur iOS. Donc en fait, on apprend deux choses différentes à chaque fois. Donc on ne peut pas faire les deux. Là, ce qui va se passer, c'est que nous, le framework Java et Objective-C, donc pour iOS,
Il y aura les mêmes classes, les mêmes méthodes, les mêmes fonctionnalités. Et normalement, sauf bug, c'est la même chose. L'idée est là. Donc en gros, si vous êtes un développeur Java, et que vous avez peut-être un collègue qui utilise aussi le même framework que le nôtre, mais sur iOS, normalement, sans souci, vous allez voir, en fait, il va faire la même chose que vous. Donc vous allez avoir un gain de temps énorme. Et ce qui est bien, c'est que derrière, c'est du natif. Derrière, c'est du code spécifique à la plateforme. Ouais, c'est ça. Au final, c'est quand même deux fois. Ouais, on a codé 2 fois. D'accord. Ouais, c'est long. Le plus dur, c'est d'imaginer que ça soit compatible pour les deux en même temps, dès le départ. Parce que si on fait quelque chose de trop spécifique à Android, on va le mettre sur iOS, ça va pas être possible. Voilà, on a essayé de sortir du système et de proposer vraiment un truc qui soit viable pour Android et pour iOS à la fois. Donc on l'a codé 2 fois, oui. Il est disponible sur les deux plateformes. Donc il s'installe différemment. Si vous êtes sur Eclipse ou sur Android Studio, vous allez l'installer différemment que si vous êtes sur Xcode et iOS. Les fonctionnalités. Alors, on verra après qu'on n'a pas tout sorti tout de suite parce qu'on n'a pas eu le temps et qu'on ne veut pas sortir des trucs qui ne sont pas fonctionnels. Donc, à date, dispo depuis ce matin. Voilà, tout chaud. 5 frameworks qui ont chacun vraiment une fonctionnalité principale, mais dedans, bien entendu, il y a plein de petites choses. On va voir. Les quatre bas niveaux, on va avoir un framework qu'on appelle les Foundation, qui correspond à tout ce qui est vraiment base du langage, base du système. Ce qui va se passer, c'est que en général, vous allez très peu l'utiliser. C'est ce qui fait en fait tourner notre système. Voilà. Vous allez avoir certaines classes que vous allez voir. Donc là, on a listé tout ce qu'il y a dedans. Donc quand on dit juste Foundation, quand je vous dis il y a 5 frameworks, là il n'y en a qu'un seul. Et il génère tout ce qu'il y a au tableau. Donc vous allez pouvoir faire de la crypto similaire sur Android et iOS. C'est le même code, vous allez le coder la même fois. Enfin, si vous allez avoir un code pour faire de la crypto sur Android, le même sera sur Objective-C, mais avec la syntaxe Objective-C. C'est juste la syntaxe qui change. Et derrière, ce sera la même classe, vous allez faire avec la même méthode, avec les mêmes paramètres. Donc, en fait, pour vous, quand vous allez lire le code, et par exemple, si vous faites une application iOS et après vous voulez la passer sur Android, ça va aller assez vite, parce qu'en fait, vous avez déjà fait quasiment. Vous allez recopier, vous allez le retranscrire en France. Ce qui est bien, par contre, ce sera du natif, c'est-à-dire qu'à chaque moment, vous pouvez dire là j'ai fait comme ça sur iOS, mais non, sur Android je ne vais pas faire comme ça, je peux changer. Le framework vous laisse cette possibilité-là. Vous n'avez pas en faisant du cross-platform. On a un module d'injecteur de dépendance. Bon, pour ceux qui s'y connaissent, ça devient un peu plus compliqué. Mais il y a un module d'injecteur de dépendance dans le framework de base. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler d'injecteur de dépendance? 2? Triste. Bon, j'en ferai pendant les cours. Hein. Vous allez adorer. Faut attendre un peu, ça chauffe. Alors, il y a des choses qu'on a codées et qui sont disponibles que sur iOS. Pourquoi? Pour en fait se rapprocher d'Android. L'idée c'était quand même de pouvoir rapprocher les deux systèmes. Il y a des choses qui n'étaient pas disponibles sur iOS et qui nous privaient de certaines fonctionnalités qui étaient bien sur Android. Donc on s'est dit pourquoi pas aussi les rendre disponibles sur iOS. Donc, par exemple, le système de fichiers de Java a été codé sur iOS. Donc, ce qui est gestion fichier sur iOS et Java, vous allez avoir le même. On a fait pareil pour le XML, parce que sur iOS par défaut il n'y a pas de créateur XML. Donc on a fait le même que Java. Et on a fait aussi gestion des ressources. Pour ceux qui ont fait de l'Android, on a fait un petit peu un similaire au R de Android pour récupérer les ressources. Parce que sur iOS, c'était très très difficile de pouvoir par exemple gérer des ressources par rapport aux tailles d'écran et à la hauteur ou à la largeur de l'écran. Donc si vous êtes sur tablette, changez l'image. Vous allez voir que notre système fera comme Android. Donc en gros, si vous êtes sur Android et iOS, vous allez faire la même chose.
Ça, c'est assez pratique. On a plein d'implémentations de repositories différents. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'un repository? Ouais, par exemple. J'ai pas entendu. Un dépôt de package et de source. Ouais, un dépôt j'ai bien aimé, mais la suite moins. Disons que c'est une classe qui va permettre d'enregistrer vos objets modèles. Par exemple, si vous voulez sauvegarder des... Vous avez une application qui affiche par exemple des magasins Carrefour. Bah, si vous voulez les stocker dans votre appli, vous allez faire un repository, donc c'est un petit peu une classe qui va vous permettre de les stocker. C'est un DAO. Donc on en propose plusieurs types. Il y a le type sérialisé. Il y aura un repository JSON, si vous voulez sauvegarder dans un fichier JSON. Il y aura un repository il y aura un autre repository qui va sauvegarder dans les préférences du téléphone. Et il y a encore un repository sécurisé qui va sauvegarder dans le trousseau d'accès pour éviter en gros qu'un utilisateur qui connaît bien les OS puisse venir chercher ces données. Donc, si vous sauvegardez dans le trousseau d'accès, personne ne pourra récupérer les données que vous sauvegardez dedans. Ça, c'est en général pour des données sensibles, pas pour des magasins. On a un système de logger, pareil, même système entre iOS et Android. On aura tout un panel de logs disponibles. Vous avez par exemple, si vous voulez, vous allez pouvoir loguer sur un web service. Vous allez pouvoir loguer par exemple sur votre serveur pour pouvoir récupérer des logs d'une application sur un serveur, etc., etc. Il y a plein de petites choses disponibles. Le dernier petit point, là on n'est que sur le premier framework. Donc là il y a, c'est le framework vraiment tout en bas. Donc quand même on le voit en voyant ce qui est disponible, c'est quand même des composants un peu bas niveau. Il y a une centaine de classes déjà, juste pour la base de faire fonctionner un peu tout le système. On a rajouté donc des parseurs. Je pense que les parseurs, vous savez ce que c'est. Vous avez par exemple un string en entrée. Ça va nous sortir par exemple en map, en dictionnaire, sur des langages. Et ça va permettre de récupérer des valeurs dedans. Donc on part du JSON, du XML, du CSV, les langages de... Enfin tous les comment dire, les formats voilà, de communication entre les applications. En général, c'est ces trois-là. Déjà le CSV, c'est quand même de moins en moins. Une fois que vous utilisez du CSV, commencez à dire qu'il va falloir changer. Mais bon, il y a encore des services en CSV, donc il faut le prévoir. Donc là, on a à peu près fait le tour. Il n'y a pas tout, mais dans les grandes lignes, ça propose ça. Le framework Foundation, donc, qui est vraiment tout en bas. Après, tous les autres frameworks qui vont venir au-dessus vont se baser sur celui-là. Par exemple, si vous utilisez le framework suivant, je crois que c'est SQL, le framework SQL, il se base sur Foundation. C'est-à-dire qu'il va récupérer tout ce que propose Foundation, plus il va ajouter des fonctionnalités. Donc, je vais arriver. Donc, SQL, c'est un gros framework qui va vous permettre de gérer des bases de données sans faire de requêtes. En général, on aime bien. En gros, vous n'allez pas écrire select étoile from ma table, where, un truc un peu chiant, et qui vont dépendre en plus de votre plateforme de base de données. Si vous êtes sur du PostgreSQL, ou sur du MySQL, ou sur du Oracle, la requête ne sera pas la même. Donc nous, on va proposer un autre système. Vous allez faire des builders de requêtes. Donc ça, on ne va pas trop en parler. Mais en gros, vous allez créer un select builder. Vous allez dire que vous voulez rechercher sur telle table quelque chose. Et ça va générer en caché la requête. Vous n'allez pas voir passer la requête. Mais tous les types de requêtes sont gérés. Vous pouvez faire des triggers, vous pouvez faire des jointures left join si vous avez. Vous pouvez vraiment faire tous les types de requêtes, mais à aucun moment vous allez faire des SQL. Ça peut être pratique. Et c'est surtout vachement utile si un jour vous changez de type de base de données.
pas besoin de tout recoder. La requête va fonctionner. On a un système de repository SQL qui n'est pas disponible sur Foundation, parce que Foundation ne sait pas gérer les bases de données. Donc SQL proposera un système de bases de données. Donc, un repository de type base de données. Donc quand vous allez vouloir sauvegarder toujours vos magasins Carrefour, vous pouvez les sauvegarder dans une base locale, dans le téléphone. Je parle de base, là pour l'instant on est toujours dans le téléphone. Il y a plein d'outils SQL, mais ça c'est pas très intéressant. Petit point, c'est que SQL ne propose pas d'implémentation concrète. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je vous dis SQL ne propose pas d'implémentation concrète. Ouais. C'est juste une norme, chaque langage a sa propre implémentation. C'est ça. C'est que là, on va définir des builders, on va définir une base, mais comme je vous ai dit que ça va dépendre de la plateforme de la base de données, on ne peut pas le coder là. On ne peut pas coder ici le select étoile par exemple, parce qu'on ne sait pas sur quelle plateforme on va vouloir sauvegarder le SQL. Donc c'est pour ça qu'après, si on veut sauvegarder les requêtes, il va falloir avoir un autre framework qui est SQLite. Est-ce que vous connaissez SQLite? Vous avez déjà entendu parler? Oui. C'est quoi? C'est un système de base de données qui s'intègre directement par c'est pas un serveur. C'est pas un serveur, ça c'est bien. C'est quoi en fait? C'est juste un fichier. C'est juste un gros fichier. Votre base de données sera un fichier. Donc là, nous on va proposer d'interagir avec ce fichier-là. Le framework SQLite, ça sera une implémentation, donc il y aura tous les builders, toutes les bases de données disponibles pour SQLite. À date, c'est le seul moyen de sauvegarde pour l'instant dans les téléphones mobiles. Enfin, en mode base de données. On peut pas, enfin, potentiellement, on peut pas faire de NoSQL ou d'autres, on peut pas faire de PostgreSQL sur un iPhone. Pour le moment. Ouais. Voilà. Suivant. Là, on commence à monter. Couche réseau. Voilà. Ah. Je pense que le micro est bon. Bon, bah, on a fini. Merci. On attend la vidéo. La vidéo. J'en sais rien. Ah. Vous m'entendez dans le fond? Vous m'entendez mieux avant? C'est mieux avant? Non, c'est mieux? Ouais? Super. Bon bah, super. Si on a l'image maintenant, parce qu'en fait c'est soit le son, soit l'image, on va y arriver. Donc j'étais sur la couche réseau, network. On va proposer, pareil, plein d'outils pour la couche réseau. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'eau haute? Eau haute. Qui a déjà entendu parler de ça? Est-ce que tu as gardé un bon souvenir? C'est relativement facile. De quoi? C'est relativement facile. Facile, l'eau haute? À coder ou à utiliser? Je sais pas, j'utilise avec Rails. Ouais, tu as utilisé une lib qui fait ça. Ouais. Et, ce qui se passe, c'est que c'est pareil, sur chaque système, il n'y a rien de prévu pour l'eau haute et il y a des libs externes qui font ça. Ouais. Il y a des libs externes qui proposent ça. Mais pareil, si on veut faire sur Android ou sur iOS, bah, la lib ne sera pas la même, les méthodes seront différentes. Nous, c'est pareil, on propose un système qui harmonise ça sur les plateformes. Donc, vous allez faire de l'eau de la même manière sur iOS, sur Android. On propose en plus de ça un système qui, normalement en 3 lignes de code, vous pouvez faire de l'eau haute. Pour ceux vraiment qui, enfin, si vous voulez, c'est le genre de truc super galère à coder, si vous voulez vraiment le simplifier ce processus, parce qu'en fait ce qui va se passer, c'est que pour faire de l'eau haute, il va falloir que l'utilisateur en fait, se connecte et mette son login password sur la plateforme. Par exemple, Twitter propose son service de haute, Google, Facebook, ils ont leur service de haute. Quand vous vous connectez via Facebook, vous arrivez sur la page Facebook de login par exemple. Et en fait, Facebook va vous générer un token. Ce token-là va vous permettre de communiquer avec Facebook. C'est comme ça que ça marche sur les applications. Et ce système-là,
Bah, c'est une norme, hein, c'est le haut, mais en fait chacun fait un peu comme il veut. Donc on a essayé d'éviter ce genre de problème en proposant une implémentation vraiment pas cross-plateforme mais multi-plateforme. Est-ce que vous connaissez JWT? Là c'est de moins en moins connu. Pourtant ça va devenir à la mode. Quelqu'un a déjà entendu parler de JWT? Non. Personne? Ça vient, le J c'est JSON Web Token. C'est pareil, ça ressemble un petit peu à l'autre, ça va permettre de signer vos requêtes. Ça va permettre de les sécuriser, qu'elles seront signées. Et c'est beaucoup plus simple d'utilisation que l'autre. En à peu près, là c'est un peu 3-4 lignes. Pour l'autre, il faut au minimum 3-4 lignes, sinon c'est impossible. Là, avec le JWT, en une ligne, ça va permettre de sécuriser votre requête lors de la communication avec le serveur. Personne ne pourra décrypter la requête, sauf vous, parce que en fait, vous avez une clé de cryptage, et seul le serveur connaît normalement cette clé de cryptage. Ça va vous permettre de communiquer via un serveur et de sécuriser les données. Ça va vraiment venir, je vous conseille de regarder JWT si vous faites du mobile, parce que ça ne surcharge pas toutes les requêtes. Ce qui se passe aussi avec l'autre, c'est que ça ajoute plein d'informations inutiles. En gros, pour le haut, il faut que tous vos paramètres soient triés dans un ordre pour générer une signature. Ça fait un mal de crâne pas possible. Et JWT, c'est beaucoup plus simple. Bon, après, on propose un builder d'URL classique. Vous pouvez ajouter des paramètres et à la fin, vous faites build et ça vous génère un URL complet, par exemple. Ça, c'est aussi vachement pratique. Ce n'est pas standard dans tous les langages, ce genre de truc. Ça va vous permettre, par exemple, si vous voulez supprimer un paramètre d'une requête, vous allez juste faire remove le paramètre, ça va l'enlever de l'URL. Des choses comme ça. Un système de cache. Toutes vos requêtes, vous pouvez leur donner une durée de cache. Donc le cache, c'est, en gros, ça ne va pas lancer la requête web tant que vous avez, par exemple, si vous mettez 10 minutes, pendant 10 minutes, votre requête va être cherchée en local et pas sur le serveur. Ça vous fait gagner en performance et l'utilisateur aussi, parce que l'utilisateur va gagner du temps, il ne va pas attendre 10 minutes que sa 3G revienne, etc., etc. Donc, tout le système de cache est codé, vous avez une ligne à mettre pour dire je veux utiliser du cache. C'est quand même un gain de temps assez important en termes de codage d'une application. Voilà, vous dites je veux du cache, vous mettez la durée, 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure, 3 mois si vous voulez, 1 an. Et automatiquement, ça va vous mettre en local les données. Et ça ne va pas exécuter la requête. Connexion et request, ça va un peu ensemble. On fait une requête et qu'on lance avec une connexion. Donc une requête, quand je parle de requête, là on est en network. Donc c'est une requête HTTP. Donc on gère beaucoup de types de requêtes. Les requêtes multipart request, est-ce que vous connaissez les multipart requests? Non? Allez, vous connaissez les multipart requests quand même? Non? Ce qui est mini-média. Ouais, ça permet par exemple d'envoyer, d'uploader une image sur un serveur. Vous avez besoin de ça. Vous ne pouvez pas le faire via une requête GET ou POST standard. On gère les requêtes, donc les requêtes classiques en GET et en POST. On gère les requêtes URL encodées. Les requêtes POST, JSON, vous pouvez envoyer en fait du JSON dans votre contenu. Donc il y a à peu près 5-6 types de requêtes disponibles. Vous avez juste à faire un new du type de la requête que vous voulez utiliser. Et après, ça fait le travail. On va arriver à récupérer l'image, je pense. Ça me fait un peu penser aux webcams de l'époque où on ne pouvait pas se voir. Bon. On remet l'ancien, il était pas mal, hein, ça faisait de temps en temps. De temps en temps, on peut voir. On peut en profiter pour faire une série de questions. Pareil, je comprends pas s'il n'y a pas de questions. Vous avez parlé de transform, dans une des slides, vous avez les transformers, c'est quoi? Alors les transformers, c'est un objet qui va transformer l'objet en entrée en un autre.
En gros, en entrée, vous avez un string, en sortie, vous pouvez avoir une liste. C'est un exemple. Et après, il y a des millions de types de transformers qu'on aura codés. Et les transformers vont vous permettre, pour la partie d'après, je vais en parler. Nous, on va vous proposer un outil qui va générer toute la partie web service. C'est qui la fraise? On va proposer en fait un système, pour répondre à ta question, qui va automatiser toute la partie web service. Donc en fait, dans votre application, vous allez plus rien coder en termes de web service. Vous allez faire un fichier XML, je vais en parler juste après, et vous allez faire build, et ça va vous générer toute la partie web service. En fait, dans votre appli, le transformer va permettre de par exemple, si votre password, vous voulez l'envoyer à un serveur, vous utilisez un transformer pour l'encrypter. Par exemple, ça va modifier le champ. Ça va modifier des champs. Mais via... Ouais. Pourquoi XML? Parce que c'est human readable. Je pense en fait, l'XML il va être édité sur ta machine. J'ai eu la même question il y a 2-3 jours. Pourquoi XML? Je lui ai montré le fichier, il a compris. En gros, ça va être des fichiers quand même de 500 à 1000 lignes. Parce que tu vas décrire tout le web service. Quand tu vas faire générer, ça va générer 200 classes. Et pour les questions de lisibilité, je pourrais montrer un exemple. Tu verras que, bon, il y a le JSON qui est possible, par exemple, mais c'est impossible à écrire vraiment à la main du JSON. Enfin, tu verras, ouais, XML, tu vas voir la classe, le nom de la classe, tu vas mettre les propriétés get et set de la classe, etc., etc. Tu vas voir que c'est beaucoup plus simple. Et beaucoup plus lisible. Par exemple, si quelqu'un d'autre ouvre ton fichier, il ne va pas dire oh là là, il a fait un JSON, en plus il l'a compacté, c'est illisible. Donc bon, vaut mieux partir sur du XML quand on veut être à plusieurs et pouvoir modifier le fichier. Ouais, et puis le XML, via XSD, on peut le valider. C'est-à-dire que ça évite que les gens écrivent n'importe quoi dedans. Dernière partie, dernier framework, je crois. C'est celui que vous allez en fait, normalement, si vous voulez utiliser notre système, c'est celui-là que vous allez prendre. C'est Bootstrap. Bootstrap, qu'est-ce que c'est? C'est un tout petit framework, mais en fait, qui va encapsuler tout ce qu'on a vu avant. En fait, il va wrapper Foundation, SQL, SQLite et Network, et il va les configurer pour que tout fonctionne bien. Parce que vous imaginez quand même qu'il va falloir un peu de configuration pour que tout fonctionne. Bah, Bootstrap va le faire pour vous. C'est-à-dire que dans Bootstrap, vous allez juste sur iOS, vous avez juste une classe à changer dans votre application, juste un héritage à changer. Et sur Android, c'est pareil. Et juste en faisant ça, vous intégrez Bootstrap, tout est disponible sur notre site, vous pouvez après le voir. Automatiquement, notre système sera configuré et vous pouvez utiliser le cache, vous pouvez utiliser nos requêtes, parce qu'en fait le cache il faut quand même initialiser et c'est quand même pas très pratique. Ouais. C'est délibéré, Foundation, Bootstrap, Oui, on a choisi comme ça. Pourquoi? Bah, je faisais la Foundation d'iOS et Bootstrap Twitter en fait. Ouais, c'est confusion. C'est exprès cette confusion? c'est fait. Ok, d'accord. C'est fait exprès. Vraiment, l'idée de Bootstrap, c'est-à-dire, c'est le point d'entrée. C'est là où vous allez plugger, vous allez prendre ça. Et c'est vraiment le framework de démarrage. En fait. C'est pour ça qu'on a fait Bootstrap, c'est qu'on glisse, on hérite, et c'est parti. C'est tout ça. Ça s'installe en à peu près 20 secondes. Vous téléchargez, vous faites un drag and drop et tout est prêt. Il n'y a rien d'autre à faire sur iOS. Juste un drag and drop pour mettre la fichier. Je ne sais pas si pour ceux qui ont fait de l'iOS, si vous avez déjà essayé d'intégrer des frameworks. En général, ça ne prend pas 30 secondes. Et c'est après 5 ans de recherche, on essaie de chercher comment ne pas faire fuir les gens. Parce que d'intégrer un framework c'est bien, mais si on passe 15 jours à le mettre, bah on l'enlève, même s'il est pratique. Hein. Donc l'objectif c'était de vous faire tester, de vous dire bon bah je peux quand même tester, ça va me prendre 20 secondes, je vais voir si c'est bien. L'idée est là. Voilà. Next.
Comme j'ai dit, on n'a pas pu tout mettre. Pourtant, il y a plein d'autres choses qui sont déjà terminées quasiment. Sauf que c'est pas, on va dire, nettoyé, propre, commenté, documenté et utilisable par tout le monde. Pourtant, c'est déjà prêt. Donc, techniquement, je pense que tous les mois, on en sortira un avec des fonctionnalités supplémentaires. Donc, ce qui va arriver maintenant, le prochain, je pense, qu'on va sortir, c'est tout ce qui est interface, donc UI, des composants UI très intéressants. Et ce que j'entends par composants UI, c'est par exemple des systèmes de navigation. Est-ce que vous avez tous des smartphones? Non? Sur iOS, même sur Android, ça arrive. Quand vous avez une appli, vous avez un menu latéral qui arrive. Voilà, nous on va le proposer. Et il sera installable dans votre application en une ligne. En une ligne, vous allez dire, bah, je veux un menu de gauche. Voici ma vue à gauche, voici mon vue de centre, et c'est fini. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours pareil, la même chose sur Android et la même chose sur iOS. Vous savez le faire sur iOS et vous savez aussi le faire sur Android, c'est les mêmes lignes, il faudra coller. Bien sûr, la seule différence, c'est que c'est en Java et l'autre que c'est en Objective-C. Mais il y a toujours 3 lignes ou 2 lignes, et c'est les mêmes. Donc, si vous êtes à 2 sur le projet, la personne, par exemple, si vous voyez qu'il a fait une erreur, vous pouvez lui dire même. Même si vous n'êtes pas un pro d'Android ou un pro d'iOS, vu que c'est le même système, vous voyez, bah, tu l'as mal configuré. Juste comme ça. On a un système de map. Vous n'êtes pas spécialisé non plus en Android et iOS, mais bon, toujours pareil. Il y a le système de map Android n'est pas le même que le système de map iOS. Et je continue, si vous faites du Windows Phone, ce ne sera pas pareil. Nous, on va proposer d'harmoniser ça. Vous allez faire votre map, et ce sera le même système si vous le faites sur Android, sur iOS. C'est pareil, ce map, c'est déjà prêt. Le framework est déjà prêt. Il faut le commenter, le cleaner, repasser un coup dessus sur les tests, parce qu'on ne va pas livrer un truc buggé. On n'est pas comme ça comme boîte. Mais l'idée, je pense, voilà, dans un mois ou deux, le système de map sera prêt, etc., etc. Je pense tous les mois, on en sortira un. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qui est à venir? Peut-être que vous avez des idées. Vous pouvez peut-être nous donner des idées sur qu'est-ce qui peut manquer par rapport à vos compétences, enfin, ce qui vous a posé problème. En fait, l'idée du framework, c'est pour d'éviter aux gens de rencontrer les mêmes problèmes. En fait. C'est ce genre de choses qu'on veut éviter, c'est se dire le framework que je vous montre là, il est totalement gratuit, vous pouvez l'utiliser gratuitement. On va le proposer à la communauté. Donc ce sera bien après de nous faire des feedbacks, de dire voilà, on aimerait bien avoir ça en plus. Est-ce que vous savez le faire? Parce que ça sera trop dur, je ne sais pas. Et nous, on pourra vous dire oui ou non. Et, suivant le temps qu'on aura pour le développer, après on proposera à tout le monde. L'idée est là. Vous n'avez pas d'autres idées, je ne sais pas. Non, c'est bon, non. C'est très bien. Des questions? Pas des versions développeurs. C'est-à-dire Des versions développeurs dont déjà les modules ne sont pas encore très propres, on va dire. Là qu'on a? Ouais, il y en a un. Après, peut-être. Il y a une gestion de Google Analytics automatique dans l'appli. Tu mets juste ton Google Analytics ID et ça traque toutes tes pages. Un petit truc comme ça c'est prêt. Dans Advertising, il y a la gestion de toutes les. En fait, ce qui se passe dans Advertising, c'est comment monétiser votre application. Et l'objectif, c'est de pouvoir gérer tous les types de boîtes qui vendent des bannières de pub ou des publicités. Un peu sur le même principe que SQL. Il y a juste des interfaces et derrière des différentes implémentations pour chacune des régies. Il y a plein de régies. Et je ne sais pas si vous avez essayé d'implémenter une régie. C'est bien, hein, ça marche, mais si vous voulez faire une autre, c'est un autre code encore. Chaque régie a son code. Donc nous, on veut éviter ça. Donc, on fait toujours un code et après, on choisit sa régie en une ligne. Et si on veut changer de régie, on change une ligne dans l'application. L'objectif est là, c'est de se dire, si on veut changer quelque chose là-dedans,
on le fait en une ligne, on enlève et on remet de nouveau. Rien ne vous empêche aussi, normalement, vu que nous c'est la même chose, de développer votre propre régie, votre propre système de maths, etc., etc. On va proposer une interface, et après le code, vous pouvez le faire si vous voulez. Enfin, l'idée là. Bon, après, c'est pareil. J'ai introduit en disant que le framework, ça s'adresse quand même à des gens qui maîtrisent le langage objet. Voilà, c'est pas si simple que ça. Mais par contre, si vous maîtrisez le langage objet, je pense qu'il peut vraiment vous être utile. Voilà. Et si vous ne maîtrisez pas le langage objet, il va vous faire réviser. C'est vraiment bien pour les cours. En gros, c'est une surcouche d'Android et d'Objective-C. C'est ça, c'est une surcouche au milieu. Ouais, parce que ce qui va se passer, c'est qu'on prend un peu des deux pour faire un truc bien au centre. On prend clairement, on sait faire d'Android, on sait faire de l'iOS, on a pris le meilleur des deux. Ce que je disais, des fois, j'ai dit que sur iOS, j'ai repris des choses d'Android, au début j'ai parlé de ça, du système de ressources que j'ai bien aimé. Et l'idée c'était de reprendre ce qu'il y avait de bien sur les deux, et pas se faire à la guerre, se dire que iOS c'est mieux, et que Android c'est moins bien. Bon, je parle pas de Windows Phone, mais bon. Non, c'est bien. On va s'y mettre. On fera pareil pour Windows Phone. L'idée, c'est qu'on va se mettre au milieu, on va voir qu'est-ce qui est bien sur Windows Phone, et on va coder en C#. Mais l'objectif, c'est pareil, ce sera. C'est pas possible d'utiliser un seul langage. Non, parce que là, ce sera plus dynamique. Ce qui se passe, c'est que là, on propose plein de choses. Mais si tu n'en veux pas, tu veux juste un truc, ça va pas te bloquer. Si tu veux faire juste de la l'iOS, tu pourras. On ne voulait pas proposer un outil cross-platform lourd, inutilisable. On voulait laisser le développeur iOS, le développeur Android faire son truc. Mais si un jour la boîte veut passer l'application sur l'autre plateforme, bah, ça se fera d'une manière quasiment transparente. Voilà. Contrairement à la plateforme, là tu vas créer un projet classique sur Xcode et tu vas piocher les librairies que tu as tu vas les glisser, tu vas les utiliser. Alors que sur la plateforme, tu es déjà bloqué en fait, tu es obligé de partir. C'est déjà dans leur système. Du coup, tu n'as plus la main. En place, si vous voulez juste utiliser, bon, il ne sera pas encore disponible, mais si vous voulez juste utiliser le système de barcode scanner, de scanner des QR codes, des barcodes, bah, vous mettez le système, et puis votre appli, vous gardez votre système. Enfin, vous utilisez juste le barcode scanner. L'idée là. Et l'objectif après pour nous, c'est quoi? C'est juste de faire connaître notre dos. C'est notre plan marketing. Donc là, on vous a présenté le framework. Je ne sais pas combien il reste de temps. Moi non plus. Il reste donc 1 heure, c'est ça 7 heures 7 minutes. Moi, je suis parti. Hein. Non. Là, c'est un map. On vous a présenté le framework. Vous adhérez, vous adhérez pas. Ça, c'est un choix. Maintenant, je vais juste vous présenter un outil qui va se baser sur notre framework. Et c'est ça qu'on va voir en TP après. Pareil, l'outil est gratuit, utilisation illimitée. Vous pouvez, c'est toujours pareil. Ça vous prend 20 secondes, vous testez, ça vous plaît pas, ça vous plaît pas, vous passez quoi. Alors, on l'a appelé c'est un SQL générateur. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai parlé d'XML tout à l'heure. Vous allez en fait décrire. Je vais faire plus simple déjà. Qui a déjà fait des requêtes web attaquées par exemple un serveur pour récupérer des informations dans des applis, dans un site web, dans une appli lourde? 4 personnes, je vous crois pas. Je sais pas. Parce que je pense qu'à partir du 5e rang, on écoute déjà plus. Je suis triste. Qui a déjà fait des requêtes web? Je parlais un peu plus fort, normalement j'accroche le fond. Bon. L'idée, c'est que vous savez que toutes les requêtes web, vous avez des entrées-sorties. Vous avez des paramètres d'entrée, des paramètres de sortie. Ok, ça va. L'idée, c'est de faire un fichier XML
Pour décrire ça, vous allez dire, bah, j'ai un web service, ouais. Donc j'ai une requête. Qu'est-ce qu'elle a en entrée? Bah, par exemple, bah, elle peut prendre un utilisateur. Un utilisateur, c'est un nom, un prénom. Tous ces champs-là, vous allez dire, bah, en entrée, ce service, il prend un utilisateur. Par exemple, on sera un exemple. Et en sortie, ce web service, il me sort la liste des magasins Carrefour que cet utilisateur a été vérifié, par exemple. Qui s'est baladé dans ces magasins-là, ça va vous sortir la liste des restaurants Carrefour. Bah, vous, dans votre XML, vous allez dire en entrée, il y a un user, en sortie, il y a une liste de restaurants. Ok? Et vous allez décrire qu'est-ce qu'un restaurant et qu'est-ce qu'un user. Un user, c'est un nom, un prénom, un âge, par exemple. Et un magasin Carrefour, ça a une localisation GPS, peut-être la ville, etc. Le nom du magasin, si c'est un Carrefour Planète, par exemple. Je ne suis pas commissionné par Carrefour pour faire de la pub. Mais c'est un exemple. Donc, vous avez juste écrit ça. On verra en TP comment l'écrire. Il y a des choses plus ou moins compliquées parce que des fois, les paramètres de la requête ne correspondent pas à vos objets modèles. Donc il faudra faire des transferts. Ça, on verra comment. Mais d'une manière simple, vous allez dire l'objet d'entrée et l'objet de sortie. Et automatiquement, vous allez utiliser que des objets dans votre application. Donc un user et une liste de restaurants. Et le service va générer toutes les classes. Ça va générer, en général, là, ça va vous générer 4-5 classes. Et ça va faire la requête pour vous. Vous allez faire par exemple get restaurant. Vous mettez votre user dedans, parce que j'ai dit en entrée elle prend un user. Et en sortie, vous allez récupérer automatiquement via un callback la liste des restaurants trouvés pour cet utilisateur. En général, ce service-là, il est disponible pour Android et iOS, donc ça va vous donner tout le code disponible pour Android et iOS. Clairement, je vous conseille, si vous faites du mobile, de le regarder. Ça fait gagner à peu près 30 à 40% de temps de développement d'une application mobile. Ça va vous générer toutes les classes modèles, tous les web services, tous les mocks. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'un mock? Non. J'ai entendu non et oui. Quelqu'un dit oui, il parle. Ouais, un bouchon de données. C'est-à-dire, si vous travaillez par exemple avec quelqu'un d'autre, parce que souvent c'est souvent quelqu'un d'autre qui va faire les services et vous allez faire par exemple l'application, ce qui se passe, c'est que vous allez mettre des bouchons, des mocks on appelle ça, c'est-à-dire que tant que le web service n'est pas développé, vous pouvez quand même avoir un jeu de données faux, ça va vous générer des fausses données. Et ça va permettre quand même de coder votre application. Par exemple, vous voulez une liste de restaurants, il va vous renvoyer par exemple 10 restaurants aléatoires, sans faire de requête web. Mais en fait, vous allez quand même pouvoir coder votre appli, faire votre interface. Tout ça, ça sera généré. Et ce qui est bien, c'est toujours pareil, ça sera généré sur iOS et Android en même temps. Ce qui se passe, c'est que vous avez juste à envoyer le fichier XML sur notre serveur. On va vous envoyer un zip contenant toutes les classes créées. Vous n'avez plus qu'à faire un drag and drop dans votre application. Si ça vous plaît, vous le gardez. Si ça ne vous plaît pas, vous l'enlevez. C'est toujours on reste dans ce système-là, on ne vous bloque pas. Et c'est ce que j'ai envie d'éviter. Il est là. Je crois qu'il reste des applis qui sont redéfaites, c'est ça? Il y a des applis qui tournent déjà sur notre mémoire. Et dans ces applis-là, on n'a pas codé un web service. Pourtant, c'est des réseaux sociaux. Donc il y a LibraryMe, qui est une application développée par ma boîte, pour ma boîte, Digipolitan. Je vous conseille de la télécharger, elle est vachement bien. Là, c'est de la pub par contre. Et une autre application qui est un réseau social sur les cavistes Nicolas, qui s'appelle PitaWeb. Ce qui se passe, c'est, je répète, ces applications-là, c'est des réseaux sociaux. On n'a pas codé une ligne de web service. Tout a été autogénéré. Pour vous montrer que ça fonctionne. Tout le modèle a été généré automatiquement et tous les web services ont été générés. Ça représente à peu près 600 classes, 500 classes par application. Ça fait à peu près gagner 2-3 semaines de travail. C'est utile. Vous faites un fichier XML, vous décrivez vos fichiers modèles et vos services, vous faites générer, ça génère tout. Si vous voulez faire une modif, faites votre modif, vous régénérez et vous copiez-collez. C'est fini. C'est que ça. Des questions? C'est bon, vous allez au point open, des questions? Non, mais allez-y.
Sur les laboratories, combien? Ouais, 1005 je crois. Mais après pareil, du XML, donc tu peux sauter des lignes, t'es pas obligé. Ce qui se passe, c'est que vous allez regrouper vos fichiers de classe, vos fichiers web service, etc. Vous pouvez faire des groupes un petit peu avec les XML. En moyenne, tu vas passer peut-être une journée ou deux pour écrire le fichier XML. S'il vous plaît. Et derrière, ça va te faire gagner un temps considérable. Là, tu fais, comme il dit, tu fais une journée d'XML, ça te fait gagner 3 semaines de travail. En général, on prend les journées d'XML. Surtout que ce qui est bien, c'est que c'est un robot qui génère derrière le code, donc il est bon. Donc vous allez juste mettre votre classe, et la classe qui va être générée derrière sera bonne. Parce qu'en général, quand on code, on introduit des bugs. Et est-ce que c'est après modifier les classes? Tu peux modifier les classes qui ont été faites. Par contre, faut faire attention, si tu régénères, tu les écrases, tu les auras écrases. C'est normal. Mais normalement, les classes qui sont générées vont te plaire. C'est spécifique à la plateforme et normalement, tu auras très peu de modifs. Sinon, autant modifier du XML. En fait, le XML est assez souple. On peut rajouter vraiment plein de choses. Vous pouvez créer des maps dans XML, des listes, des strings, tous les types disponibles. Voilà. Si ça vous intéresse, je vous conseille de venir au TV d'après. Et je crois qu'il est l'heure, non? Ouais. Merci beaucoup d'être venus. Pour ceux qui ne vont pas venir au TP et qui veulent quand même peut-être se renseigner, le site de l'entreprise a été ouvert. S'il vous plaît, je termine. A été ouvert aujourd'hui. Si vous voulez accéder, c'est digipolitan, le nom de l'entreprise.com. Et il y a une rubrique framework. Voilà. Si ça vous intéresse, vous pouvez faire un tour. Si vous avez du mal ou si vous voulez des questions complémentaires, il y a une rubrique contact. Voilà, on répondra et ça vous fera un plaisir de vous répondre. Sans problème. Bonne fin d'après-midi.